Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau associé par VK. On va parler de cyberattaque dans quelques secondes, mais tout de suite, les brèves. Avec en matière d'agents, ça y est, la réforme des retraites a été lancée par un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, ce qui pose toute une série de débats qui en réalité animent le petit monde des constitutionnalistes depuis 3 semaines, sur l'application ou pas des procédures et surtout des délais raccourcis propres à l'article 47-1 de la Constitution. Agent toujours, le TEA de Limoges a rendu une décision intéressante sur un agent qui demandait à ce qu'un trouble anxio-dépressif réactionnel soit reconnu comme une maladie professionnelle. Et puis surtout, le décret sur l'INSP, ex-ENA, est sorti. Vous vous souvenez que l'INSP, c'est un peu plus qu'une ENA rénovée. C'était censé devenir un peu comme une école de guerre, c'est-à-dire qu'on a des cours pour un certain nombre d'écoles. Et puis surtout, on forme des gens aussi en milieu de carrière qui arriveront à des niveaux d'officier général. Voilà. Bon, c'est pas exactement ce qui s'est fait finalement, mais ça reste dans l'esprit. Il faut rappeler que la réforme de la haute fonction publique de l'État, c'est aussi un grand corps des administrateurs d'État avec une grande DRH et à terme aussi l'obligation de passer plus par des fonctions de terrain quand on sort de l'INSP et puis des recrutements d'un poste à l'autre sur un régime de candidature un peu comme dans l'interterritorial. On trouve déjà des éléments dans ce décret donc du 25 janvier 2023 qui réforme donc l'INSP avec intégration du cadre Orient dans le concours, une plus grande ouverture pour le concours de la 3e voie et pour le concours interne, réforme des enseignements et surtout refonte de l'affectation des élèves en sortie d'école, plus de classement et un régime donc d'acte de candidature pour les emplois. L'OPMI, la LOPMI a donné lieu à une censure très partielle. Alors, il y a des aspects pour la sécurité mais surtout pour les forces de l'ordre étatiques, mais pas uniquement. Mais il y a un aspect aussi pour les élus locaux, c'est qu'il était prévu de renforcer les sanctions contre ceux qui s'en prennent aux élus dans un certain nombre de cas. Le Conseil constitutionnel a censuré ça le 19 janvier au motif que c'était un cavalier arrivé un peu trop tard dans la procédure. La LOPMI a été publiée, loi du 24 janvier, mais une proposition de loi est en cours pour corriger cette difficulté. Et puis, élu toujours, une autre loi, 24 janvier 2023, est sortie pour permettre, dans un certain nombre de cas, pas tous, aux associations d'élus et le cas échéant aux assemblées des collectivités territoriales, de se constituer partie civile aux côtés d'élus qui seraient victimes dans l'exercice de leurs fonctions ou de leurs proches. Faut-il qu'après on agisse bien et la Cour de cassation a rendu une décision qui nous dit que ne pas respecter le plafond des indemnités de fonction, c'est prendre le risque d'une concussion et un élu un peu expérimenté sera supposé savoir, 1, qu'il y a ces règles et 2, qu'elles s'appliquent également pour les indemnités de fonction tirées des mandats dans les entreprises publiques locales. Responsabilité toujours, le Conseil d'État a rendu une décision très importante le 20 janvier sur les risques cumul de fautes. Alors, les règles de cumul de fautes, fautes personnelles non détachables, etc., on connaît ça par cœur dans le cas des fautes commises par des agents ou par des élus ou par des collaborateurs occasionnels du service. Mais là, on parle de fautes commises par des personnes distinctes. Il y a un peu un régime qui ressemble un petit peu à la faute de service ou la faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service, même quand j'ai des fautes commises par exemple par un praticien privé dans des consultations à l'hôpital, voire même par une clinique privée et la structure publique. Donc attention, mode d'emploi un peu subtil tout de même. Sur la métropole du Grand Paris, la Cour des comptes nous rappelle ce qu'on sait tous, c'est qu'on a une architecture baroque, que la métropole est un géant au pied d'argile et que tout ceci doit être toiletté parce que là franchement ça marche pas. Très bien. En matière d'éducation, la Cour des comptes, toujours elle, nous dit qu'il faut mobiliser la communauté éducative autour du projet d'établissement et veut renforcer la notion de projet d'établissement. Bon. Et service public toujours éducatif, mais l'école maternelle cette fois-ci, avec une note de service et un grand plan d'action pour l'école maternelle du ministère. La Cour de cassation, de son côté, nous dit « Oh non, si j'ai une expropriation, la personne expropriée ne pourra pas demander indemnisation pour la perte de ses revenus locatifs si on est sur un logement qui n'est pas décent et qui donc à ce titre n'a pas le droit d'être mis en location. » En matière d'environnement, grosse actualité comme tout le temps en ce moment, avec, ça y est, un accord entre Assemblée et Sénat sur le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Alors il y a des volets éoliens en mer, hydrogène, hydroxydé, biogaz, des régimes contentieux, des ombrières sur des parkings dans des cas plus larges, limitation de l'agri-photovoltaïsme dans un certain nombre de cas, mais c'est surtout sur la question de l'éolien que tout le monde attendait le Parlement. Alors finalement on aura des zones d'accélération
de l'éolien, mais dans un cadre décentralisé, planifié, et du coup avec la possibilité, à contrario pour les communes, de fixer des zones d'exclusion dans des secteurs sensibles, mais à de strictes conditions. Les entreprises locales de distribution d'énergie de leur côté disent « Ah, attendez, on a fixé des sommes que nous devions, comme tous les distributeurs d'électricité, reverser à l'État pour 2023, sauf que c'était au moment de la flambée des prix, les prix ont légèrement baissé, et maintenant on est dans une très mauvaise situation, donc à suivre. La FNCCR a alerté l'État là-dessus. Et puis en matière d'environnement toujours, grosse actualité en matière d'eau, avec toute une série de propositions du Comité national de l'eau, avec des choses très importantes, d'autres propositions également de la FNCCR, le tout avant des propositions gouvernementales qui vont arriver sous peu. En matière de contrat, la Cour de cassation a rendu 2 décisions sur les contrats privés de la commande publique. Dans un cas, j'ai une succession d'attributaires dans un marché public ou de délégataires et j'ai un titulaire qui ne communique pas des informations de base en matière d'évolution à venir de la masse salariale. Plutôt rigolo d'ailleurs, hein. Le gars il augmente, le sortant augmente son personnel mais avec une entrée en vigueur différée et le repreneur ne le savait pas. Eh ben, ça entraîne une indemnisation de l'entreprise A vers l'entreprise B. Logique. Et contrat privé, la commande toujours, le juge du référé précontractuel peut dépasser le délai de 20 jours, cassation commerciale, pour les contrats privés. Attention, hein, en public, on a l'inversement, une transformation du référé précontractuel en référé contractuel, comme vous le savez. Et puis les mini-brèves, que voici, et que voilà. Passons à notre grand dossier, cyberattaque, prévenir, puis guérir. Les cyberattaques, les rançons logiciels et autres touchent désormais durement, fréquemment les personnes publiques. Il y a une loi de 2018 qui a été adoptée. Voici un avis aussi de 2021 de la Commission supérieure du numérique. Et puis surtout, je vous invite à regarder des guides qui ont été très bien faits. Il faut regarder cybermalveillance.gouv.fr pour l'essentiel. Il y a eu d'abord ce guide dont les références apparaissent à l'écran avec la CNIL pour informer sur ce qu'il faut faire. Voici, tiré de ce guide, un petit résumé des obligations pesant sur les collectivités. Attention, il faut intégrer aussi des règles propres à certains secteurs. EHPAD et santé égale règles en partie différentes. Il y a aussi des risques de responsabilité quand il y a des problèmes. Bah oui, je peux avoir un accident, des pollutions ou autre à cause de difficultés informatiques. Je peux avoir des victimes même pouvant agir au pénal parce qu'il y aura une infraction de négligence ou d'imprudence ou tout simplement parce que tout ceci aura révélé non-respect des obligations RGPD par insuffisance de protection informatique, voire divulgation d'informations, ou civiles, notamment au titre des actions incursoires, mais pas uniquement. Toujours sur cybermalveillance.gouv.fr et puis l'ANSSI, hein, regardez bien l'ensemble des documents, voici des exemples de plans d'action que voici, avec 5 clés de succès. Et en cas de difficulté, eh bien, là aussi, regardez sur le site de l'ANSSI un certain nombre de choses. Il faut bien penser à avoir un suivi. Externaliser votre suivi sur la cybersécurité pour avoir quelqu'un vers qui vous retournez, qui est assuré. Et il y a des labellisations en ce domaine qui sont sérieuses, d'autres non. Et il faut penser à former aussi les gens. Donc reprenez bien les étapes de ces projets. Et puis en cas d'atteinte, cybermalveillance.gouv.fr, évitez la contamination, débrancher ce qui doit l'être, ressortir et bien mettre de côté ses backups, changer les adresses qui peuvent avoir été contaminées. Il y a toute une série de choses à faire, mais ça, avant ensuite les problèmes juridiques, ce sont les praticiens qui nous le diront, parleront le mieux. Et je les remercie d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Première question, votre collectivité a été victime d'une cyberattaque. Comment bien réagir? La première des choses, c'est de se poser la bonne question. C'est pas de se dire est-ce qu'on sera attaqué, mais plutôt quand. Tout le monde, potentiellement, peut être attaqué. Et donc, la première chose, il faut préparer son plan de continuité, son numérique, et son plan de gestion de crise. Que faire le jour où on sera attaqué? Deuxième chose, sécuriser son SI en privilégiant là aussi une sécurité avec des couches successives, avec des segmentations de zones qui limitent les effets de l'attaque en empêchant la propagation. Ensuite, sensibilisation des agents à tout ce qui est phishing et usurpation d'identité. La plupart des attaques commencent toujours par une usurpation d'identité d'un compte lambda. Enfin, soigner sa sauvegarde en prévoyant une sauvegarde offline à l'abri des attaques. La sauvegarde, c'est le dernier recours lors d'une cyberattaque. Et passons maintenant au conseil préventif. Pour moi, le premier conseil, bien sûr, c'est limiter la progression et les impacts. En clair, débrancher le réseau, c'est la première action réalisée. Deuxième chose,
informer, communiquer à différents niveaux, que ce soit en interne au niveau de la direction générale, vers nos partenaires, vers nos prestataires et surtout vers les citoyens. Une communication adaptée en fonction de la cible et en fonction de l'attaque. L'objectif, c'est éviter le blackout et garder le lien, garder la confiance, communiquer sur les enjeux et sur le plan de continuité d'activité. De la même façon, porter plainte et évidemment information auprès de la CNIL pour tout ce qui est indisponibilité de services et fuite de données. Enfin, c'est investiguer sur l'attaque en elle-même, en parallèle bien sûr, pour permettre d'évaluer le périmètre, les dégâts et en établir le plan de remédiation. Et également, en dernier lieu, donc réaliser ce plan de remédiation pour arriver à un rétablissement du service et tout au long de ces étapes, toujours communiquer. Eh bien, merci beaucoup et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir.